Après avoir mis en évidence l'impact dévastateur de la manipulation dans la société et au cœur de la relation de couple, Isabelle Nazaraga aborde dans son dernier ouvrage le thème de la manipulation dans la famille. À l'aide de nombreux exemples, elle décrit l'impact négatif que peut avoir une mère ou un père manipulateur sur l'équilibre et la vitalité d'un enfant. Isabelle Nazaraga est thérapeute, comportementaliste et cognitiviste. Elle vient de publier Les parents manipulateurs aux éditions de l'Homme. C'est Nathalie Schauenberg qui a choisi les musiques qui nous accompagnent. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle Nazaraga. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Merci, je suis heureuse d'être là. C'était il y a un peu plus de 10 ans que vous sortiez votre premier livre. Il a été un véritable best-seller. Et ce d'autant que vous étiez l'une des premières à vraiment décrire ce syndrome de la manipulation ce qu'on appelle de diverses façons. On dit parfois des narcissiques, parfois des pervers narcissiques dans le plus grave des cas. Et puis on parle du manipulateur aujourd'hui, ou de la manipulatrice bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ces 10 années où on est venu de plus en plus avec des situations en vous disant, est-ce que j'ai en face de moi une manipulatrice, un manipulateur, et n'est-ce pas tentant d'étiqueter rapidement ? Pour vous et pour l'autre d'ailleurs. Non, justement, parce que la liste des 30 caractéristiques est là pour être très précis et avoir un mode assez scientifique de la démarche de diagnostic. C'est comme un médecin qui ne doit pas diagnostiquer très vite une tumeur au cerveau simplement parce que le patient a mal à la tête. Donc, au contraire, ce que je demande aux gens, c'est de vraiment étudier le sujet. À travers le livre, les manipulateurs sont parmi nous, ou les manipulateurs et l'amour, si c'est dans un contexte amoureux, sentimental ou conjugal. Et je demande le nombre de caractéristiques chez l'individu soupçonné d'être manipulateur. Et il en faut au moins 14 sur 30, sachant que dans la réalité, les manipulateurs en ont au moins 20 sur 30. Donc, quand une personne me dit « Oh, c'est sûr, il est manipulateur » ou « Elle est manipulatrice », mais qu'elle n'est pas capable de me dire à combien de caractéristiques, je suis en droit de douter. Donc, c'est à moi de prendre la liste et de refaire le diagnostic avec cette personne. Et de poser les bonnes questions. J'imagine que ce sont un certain nombre de questions qui vous menez à une sorte de profil. C'est ça ? Alors, en fait, les gens qui viennent me voir ou qui viennent en séminaire, parce qu'il vaut mieux commencer par un séminaire maintenant, ne posent pas tant de questions que cela. Elles ont beaucoup à dire, en fait. Ce sont des personnes qui sont assez en détresse. Qui en ont gros sur le cœur, c'est ça. Exact, elles sont confuses, donc elles parlent beaucoup. Et c'est grâce à leur narration, aux adjectifs, aux situations qu'elles décrivent, que moi je sais que ça correspond ou pas à une situation typique avec un manipulateur. Je dois vous dire, donc nous avions fait ensemble plusieurs émissions au moment de la sortie des 2 livres, l'un et l'autre. Là, il s'agit, donc je le rappelle, des manipulateurs, les parents manipulateurs. On va voir ce que cela a de spécifique. Mais je dois dire qu'en relisant les 30 caractéristiques, je me suis bien dit, mais au fond, parfois, ça me fait penser à moi. J'ai l'impression que parfois, et certains vont dire, nous sommes tous manipulateurs. Alors moi, je ne dirais pas jusque-là, mais parfois je me dis, mais tiens, est-ce que ça ne m'arrive pas, moi, de faire ça, de dissimuler quelque chose dans tous les cas, c'est quand même important de se poser la question. Pour soi. Si on culpabilise les autres, si on ment, si on sème la zizanie, si on change d'opinion selon les personnes et les situations pour leur plaire. Et il y a toute une somme, effectivement, d'attitudes, mais que le commun des mortels ne recouvre pas, et en tout cas, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas, même à 14. J'ai remarqué, puisque je suis spécialiste par ailleurs du traitement en affirmation de soi et en estime de soi des gens qui sont anxieux sociaux ou timides, que ceux-ci avaient quand même 6 ou 8 attitudes qu'on peut retrouver sur cette liste. Ce qu'il faut savoir, c'est que les manipulateurs vont prendre des attitudes de timides ou de timorés ou de personnes réservées et vont utiliser les mêmes modes pour cacher aussi une partie moins bien intentionnée que les timides ont. Je vous prends un exemple d'une demande, un exemple simple mais pourtant très courant, c'est que les manipulateurs, tout comme les gens qui sont anxieux sociaux, n'osent pas demander clairement. Et le manipulateur, s'il vous dit « Est-ce que tu es libre mardi soir ?»,
il sait très bien que le seul jour où vous n'avez pas votre gym, votre jeu de cartes, votre vieille mère, voilà, votre vieille mère à visiter le vendredi soir, ou votre danse salsa, c'est le mardi soir. Alors qu'il fait l'ignorant et « Ah, t'es libre, ah bah là, ça tombe bien, tu vas pouvoir m'aider à déménager, par exemple, hein, ou à faire des cartons, ou à vérifier ma voiture, selon la personne à qui il s'adresse et la compétence qu'il recherche. » Le non-manipulateur est timide ou qui n'ose pas déranger, va utiliser pourtant la même formule. Qu'est-ce que tu fais mardi soir? Ou est-ce que tu es libre mardi soir? Et pourtant, c'est toujours pas une demande. C'est une question sur votre agenda. Donc, ça peut être une manipulation. Si vous n'y prêtez garde, vous allez dire ce que vous faites mardi soir. Or, l'autre ne s'est pas mouillé en quelque sorte. Il n'a pas dit à quoi il va utiliser votre mardi soir. Alors, il a déjà une intention en fait. Oui, c'est-à-dire que le manipulateur sait ce qu'il fait. Et il sait qu'il a de fortes chances d'obtenir son objectif. Alors que la personne qui est mal à l'aise avec les autres parce qu'il n'ose pas les forcer, abuser d'eux, il va utiliser la même formule, mais c'est pas affirmé cette formule-là. Voilà. Alors il y a plein de cas où les uns et les autres, vous pouvez vous retrouver dans ces attitudes. Ce que j'espère, c'est que vous ne dépassez pas les 10 ou 14, effectivement, caractéristiques quand même. Là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est plutôt une sorte de maladresse. Oui, c'est un trouble de la communication, c'est la peur du refus amène ces façons de faire, de louvoyer. Je me souviens que je vous ai posé cette question lorsqu'on s'était rencontrés autour du livre la première fois sur les manipulateurs, et je la repose. Parce que j'ai réalisé en parlant avec les gens qu'elle avait besoin d'être clarifiée régulièrement, c'est que nous rêvons tous d'influencer les autres. C'est-à-dire que nous avons une vision du monde, nous avons des croyances, nous désirons des choses et nous voulons les partager. Et nous cherchons tous à influencer, plus ou moins consciemment. Quelle différence faites-vous entre influencer et manipuler? Alors, les jeux sont ouverts. C'est-à-dire que quand on influence, d'abord, je pense qu'on est déjà en position de légitimité. C'est-à-dire que si je suis maman, je suis en légitimité d'influencer mes enfants pour leur faire passer mes valeurs sur le monde, les autres, le futur, la société, la religion éventuellement. Donc c'est du partage d'idées, par exemple, oui. Du partage de valeurs. Et la deuxième chose, c'est que je vais convaincre. Et pour cela, je vais utiliser des arguments, je vais donner des explications, je vais donner des exemples, c'est-à-dire que je vais parler pour pouvoir amener l'autre à être d'accord avec moi. Quand je manipule, je fais croire à l'autre que s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il est stupide, c'est qu'il n'est pas encore abouti, c'est qu'il devrait mieux fonctionner. Et à ce moment-là, je vais utiliser ce pouvoir de le déstabiliser, oui, pour lui faire prendre un chemin, presque l'obliger à un chemin qui va aboutir à ce que je souhaite. Et ça, c'est quelque chose qu'on repère chez les parents manipulateurs, c'est que ça ne se termine pas. Ce que vous avez remarqué, moi, ça me fait penser au discours politique. Combien de discours politiques comportent ces caractéristiques? Si vous ne croyez pas qu'il faut se conduire comme ça dans la société et adhérer à tel type de réflexion dans un parti, c'est que vous avez un problème, franchement. Oui, et puis, vous êtes du mauvais côté. Voilà l'idée du mauvais côté. Et puis, il y a les Français et les Françaises ou les Suisses sont suffisamment intelligents pour ne pas se faire berner par le discours de l'autre, par exemple. Alors, c'est de faire croire que si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'est pas suffisamment intelligent. Il y a aussi la formule « les Français ou les Suisses savent parfaitement que ». Donc, le Suisse qui regarde sa télévision et qui dit « non, moi je ne le sais pas, donc je manque un morceau ». Ça, c'est des manipulations. C'est-à-dire qu'on dévalorise, on met en doute quelqu'un qui n'aurait pas la même idée. C'est une influence qui est malsaine, tout bêtement. D'accord. Et donc, lorsqu'on est parent, on cherche à influencer nos enfants, ça s'appelle l'éducation. Oui, absolument. En quelque sorte. Et on pourrait dire que lorsqu'on est parent, on veut le bien de ses enfants. Et alors vous êtes parti de cette réflexion dans le livre en disant qu'au fond, il y a quand même un principe un peu erroné parfois, c'est que tout parent aime son enfant et tout parent veut le bien de son enfant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a bercé notre société depuis toujours. Or, vous dites, il y a des parents qui sont manipulateurs.
Et Juste ça, c'est dérangeant. Ah bah oui, c'est dérangeant, je le sais bien, mais au moins que ceux qui l'ont vécu puissent être reconnus dans leur souffrance et dans le fait qu'ils ont été vraiment victimes d'hommes et de femmes qui ont fait des enfants. Parce qu'on ne devient parent que quand on a fait des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on a la compétence de parent, qu'on a l'amour du parent. Et quand on est narcissique, parce que le terme approprié serait le terme psychiatrique de personnalité narcissique, qui est une pathologie, mais qui ne se voit pas. Hein. La sphère intellectuelle et sociale n'est pas touchée. Ils n'ont pas l'air de débiles, hein, au contraire. Et à ce moment-là, le manipulateur ou la manipulatrice a besoin, pour se fondre dans la société, d'être au plus près des normes sociales. Alors, comment ils font ? Ils font des enfants, par exemple. Ce qui est un moyen d'intégration oui, et de prolongement. Voilà. Alors, ils font des enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils les aiment, ces enfants-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les soutenir, qu'ils vont les faire grandir dans tous les sens du terme, spirituellement parlant aussi. Et en fait, ils ont énormément de défauts en tant que parents, mais la société ne le voit pas nécessairement parce que déjà, il y a nos croyances que ça ne peut pas arriver à notre cousin parce que notre tante, elle a l'air normale. Et puis, deuxièmement, c'est que il n'y a pas de loi qui interdise que les parents manipulent psychiquement, dévalorisent, maltraitent. Sauf physiquement, ça c'est interdit. Mais la maltraitance psychologique n'est pas interdite par la loi. Et puis il y a un autre aspect qu'on reconnaît d'une manière générale chez les manipulateurs, c'est qu'ils ne sont pas si inconscients que cela, parce qu'ils se montrent manipulateurs davantage lorsque la porte de la maison est fermée, que lorsqu'ils sont au parc Astérix avec les voisins et les enfants des voisins. Car une des caractéristiques des narcissiques et donc des manipulateurs, c'est de préserver une certaine image d'eux-mêmes. Ils se donnent beaucoup de mal pour préserver une image très positive et acceptable surtout. C'est leur objectif. C'est leur objectif. Ah oui, c'est leur objectif. Parce qu'à ce moment-là, ils comblent un vide existentiel chez eux et au moins une partie dans l'estime personnelle. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'écraser les autres pour se sentir supérieurs. Alors les autres, ça peut être leur propre conjoint, mais aussi leurs enfants. Est-ce qu'il y avait nécessité d'écrire un livre destiné à repérer les parents manipulateurs, alors même que vous aviez déjà écrit 2 ouvrages extrêmement documentés et détaillés et qui ont eu tout leur effet positif ? Oui, il y a 27 manifestations qui sont typiques d'un parent manipulateur et qui sont au-delà des 30 caractéristiques déjà décrites. Et il y a des manifestations qui ne peuvent pas exister si on n'est pas enfant de manipulateur. Donc dans le premier livre sur les 30 caractéristiques, c'est en général cette personne fonctionne de telle et telle façon. Mais quand elle est dans un contexte, à ce moment-là, on a des indices différents, supplémentaires. Par exemple, dans le couple, on a l'isolement. On a le fait que la proie va être isolée après l'engagement, que le changement de comportement va être après l'engagement, que ce soit un mariage ou vivre ensemble. Oui, je me rappelle de cette idée, je ne le reconnais plus. Oui. Depuis qu'on est mariés, elle n'est plus la même. Ah oui, ça peut être dans le même mois, il y a des cas, c'est le même jour que le mariage. Pour les parents, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il y a une construction avec un parent manipulateur. Et on peut mettre des décennies avant de déceler. Et c'est grâce au livre, d'ailleurs, que je reçois déjà des mails de remerciements en me disant « Je n'avais jamais réalisé à quel point mon parent, ma mère ou mon père étaient manipulateurs, voire même je n'avais pas réalisé qu'ils étaient manipulateurs. » Mais tout ce que vous dites, c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, moi, j'ai repéré, je les ai comptés, ça m'a amusé, 27 manifestations supplémentaires. Alors, je ne vais pas en refaire une liste. Peut-être me donner 1 ou 2 exemples à cette étape-là. À cette étape, on va en parler, évidemment. Oui. Quand vous voulez dire à l'étape... Là, maintenant où on en est, de qu'est-ce qui pourrait attirer quelqu'un qui nous écouterait, qu'est-ce qui pourrait attirer son attention sur un parent manipulateur ? Un parent manipulateur ne nous aime pas fondamentalement. Et de façon inconditionnelle. Et a posteriori, on va regarder la réalité et non pas nos illusions et nos souhaits. Désirs, oui. Et oui. Un autre état, mais je dirais que j'en ai tellement dans la tête, les Noëls sont pourris. Les anniversaires. Les fêtes de famille. Les fêtes de famille, mariage. Il ou elle va vous pourrir votre mariage.
il y a Ils des ne supportent tensions. pas la joie des autres. Ils ne supportent pas la joie de leurs enfants qui réussissent un examen même. Un baccalauréat ne sera pas récompensé par un superbe cadeau. On va considérer ça tout à fait normal. On ne va même pas sortir le champagne. On peut même être indifférent à des réussites de sa progéniture. Que vous ayez 18 ans ou que vous en ayez 50, la mère manipulatrice ou le père manipulateur va être gêné. Et ça se voit là, par votre joie, votre fierté, votre réussite visible, que ce soit une nouvelle voiture, une promotion, de l'argent reçu, une félicitation, une médaille, un diplôme. Il peut aussi bien vous renvoyer une phrase dévalorisante, méchante, du style « Ah bah il était temps », que faire de l'indifférence. Ce qui revient au même, puisqu'on s'attend avec légitimité à ce que toute bonne nouvelle soit accueillie dans le même état d'esprit, avec de la joie, voire même de la fierté. Quand on est parent, on a envie... Enfin, les parents normaux sont fiers de leur progéniture, quel que soit l'âge, lorsqu'ils réussissent. Pas un parent manipulateur. Ils peuvent faire comme si ça n'existait pas, ce que vous avez rapporté de positif. Isabelle Nazaraga, entrez dans cette réflexion donc sur les parents manipulateurs que vous étudiez très très soigneusement et vous donnez énormément d'exemples dans ce livre. Vous dites que donc le parent manipulateur va avoir des signes tout à fait caractéristiques, notamment du lien tout à fait exceptionnel qu'a un parent avec son enfant. Moi, je me demandais, mais quel est le but du manipulateur dans ce contexte-là ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, le parent manipulateur, avec son enfant ? Se valoriser. C'est un grand immature. Le parent, père ou mère, manipulateur, donc qu'on appelle pervers narcissique, si on utilise un terme de psychanalyse, ou plus sérieusement le terme de psychiatrie, la personnalité narcissique, ce sont des êtres troublés, profondément et structurellement troublés, qui ont besoin de se narcissiser constamment, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars, pour donc se sentir existants. redorer leur blason. Il y en a qui vont pas être très brillants dans la société. Il y a des mères manipulatrices qui sont mères au foyer et qui sont isolées dans un village et qui ont quand même 28 caractéristiques sur 30 et qui représentent vraiment une mère manipulatrice. Alors, elle n'a pas besoin de redorer son blason dans le sens de briller aux yeux des autres. Rien qu'à elle-même, il faut qu'elle ait le pouvoir. Il faut qu'elle domine la situation. Et casser les autres va faire partie de son programme inconscient, de manière à ce qu'à chaque fois qu'elle dévalorise autrui ou qu'elle met en échec quelqu'un, elle se sent, elle, capable de faire le projet ou capable d'être meilleure que les autres, sans jamais le prouver d'ailleurs, parce qu'elle peut vous reprocher de ne pas réussir votre bac. Or, le plus rigolo, c'est qu'elle ne l'a même pas. Et en fait, ils ont besoin de se narcissiser. Qu'ils aient des enfants ou pas, qu'ils aient un métier ou pas, en général, ils bluffent les autres et ils font croire qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils savent mieux que tout le monde, ils savent mieux l'histoire que l'historien, mieux la médecine que le chirurgien. Et quand on est enfant de ces gens-là, eh bien, on n'en doute pas au départ. On a l'impression qu'ils ont énormément de connaissances, qu'ils connaissent la vie, qu'ils connaissent les règles de la vie. Et parce que quand ils s'expriment, ils ont un énorme pouvoir de conviction. Ils ont un aplomb qui fait que même les affirmations aberrantes, que je peux appeler folles, des affirmations folles, fausses, donc, vont passer. Qui ne sont pas raisonnables, vous voulez Plus dire. que irraisonnables, c'est complètement folle. Une affirmation, une mère manipulatrice qui dit à sa fille médecin en plus, ou en tout cas qui fait ses études de médecine, les amis, ça sert à rien. Ou de toute façon, c'est pas grave s'il meurt, il est pauvre. Enfin, c'est des trucs de folie. Alors, c'est même pas de l'ordre du racisme, c'est un truc qui leur passe par la tête, et c'est des espèces de logiques de fou. Et donc, en face, l'enfant n'existe pas en tant que personne, mais plutôt alors qu'on a un objet de rassurance ou quelque chose qui va les conforter, les combler, les compenser. L'enfant ne va pas les combler. Les compenser. L'enfant va à peine les compenser. L'enfant va leur servir. L'enfant va leur servir à se sentir supérieur. C'est tellement plus facile d'écraser un enfant que d'écraser un adulte, d'une part. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont besoin de faire croire aux autres qu'ils sont tout à fait dans les normes et qu'il n'y a rien de pathologique dans leur fonctionnement. Donc, ils font des enfants.